On va quand même le résumer. Il portait un jugement littéraire. C'est une forme de critique littéraire, finalement, que le rapport de censure. Et puis, il donnait son avis, qui était soit oui, la pièce était acceptée, soit non, la pièce était refusée, soit la pièce était acceptée à correction, avec un S, c'est-à-dire à condition que l'auteur accepte d'apporter les corrections qu'on lui demandait. Et les corrections, eh bien, elles portaient toujours, soit sur les atteintes à la religion, soit sur les atteintes à la politique gouvernementale, soit sur les atteintes aux mœurs. En fait, on est arrivé 5 minutes en retard et ils nous ont pas laissé rentrer dans les salles. Donc, quand Musset réécrit ses pièces pour la scène, qu'est-ce qu'il fait? Il se plie d'avance à la censure. C'est-à-dire que les auteurs savaient très bien ce sur quoi la censure allait les reprendre. Et comme ils savaient très bien ce sur quoi la censure allait les reprendre, ils devançaient en fait la censure en jouant plus ou moins avec elle. Et quand Musset réécrit ses pièces, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? De lui-même, en 1853, pour Lorenzaccio, il supprime la scène de révolte estudiantine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il ne pense même pas faire jouer la pièce. Mais il sait qu'elle va être republiée. Et pour éviter qu'on la lui censure cette fois-ci, on est sous le Second Empire, on est au tout début du Second Empire, en 1853. Et au tout début du Second Empire, on est pratiquement dans une dictature. Et la censure est extrêmement féroce. Et donc, la scène des étudiants à la fin de Lorenzaccio, qui est une scène où les étudiants demandent le droit de vote et se révoltent, c'est une scène que Musset de lui-même, courageusement, enlève. Retenez bien cette date qui explique, par des circonstances politiques, la nécessité de l'enlever. Bon. Quand il réécrit Les Caprices de Marianne, il ne faut jurer de rien, Le Chandelier, il enlève de très nombreuses allusions sexuelles, souvent comprises dans des métaphores assez poétiques. Il les gomme, il les gomme, il les gomme. Dans Il ne faut jurer de rien, il y a beaucoup de polissonneries qui sont enlevées, prudemment aussi. Dernière phase des rapports de Musset avec le théâtre, eh bien c'est la phase posthume, c'est après sa mort. Donc, il meurt en 1857, et après sa mort sont créées 3 de ses plus importantes pièces. En 61, On ne badine pas avec l'amour, où de nombreux passages sont expurgés, là encore, pour la représentation. C'est pas lui qui a fait le travail, c'est son frère, Paul, qui est son premier biographe aussi. Parce que dans On ne badine pas avec l'amour, vous avez aussi une représentation du clergé assez anticléricale. Il y a les 2 curés, Maître Blasius et Maître Briden, qui sont représentés comme ivrognes pour l'un, intéressés pour l'autre, et donc ils ne sont plus curés. Non, on ne badine pas avec l'amour. Ils changent d'état, ils ont un état laïque qui permet d'adoucir considérablement la politique de la religion. Fantasio est créé en 65, et vous voyez que à ces 2 dates-là, on est encore très proche de la vie de Musset. Et Lorenzaccio, alors c'est vraiment l'exception, puisqu'il n'est créé qu'en 1887. Alors tout à l'heure, je vous parlerai de cette création. Maintenant, j'en viens à un autre chapitre, qui est le rapport à l'histoire dans Lorenzaccio. Alors, pour traiter de ce chapitre, je vais d'abord essayer de resituer le rapport à l'histoire des romantiques en général et des auteurs de drames romantiques en particulier. Et puis, dans un deuxième temps, je pointerai
toutes les allusions contemporaines, à l'histoire contemporaine, dans Lorenzaccio, et je montrerai comment elles sont traitées à travers la fiction du XVIe siècle italien. Alors donc je commence par évoquer l'importance de l'histoire à cette époque-là. L'histoire se constitue en science à cette époque-là, et elle se distingue des belles lettres où elle avait été jusqu'à présent comprise. C'est-à-dire qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, ceux qui écrivent l'histoire, ce sont des écrivains. C'est par exemple Montesquieu dans son essai sur Rome, c'est par exemple Voltaire qui écrit le siècle Louis XIV. Donc ça fait partie des belles lettres, de la littérature en quelque sorte. Et puis, c'est après la Révolution française, en France, que l'histoire devient indépendante, devient une matière indépendante, et qu'on crée des chaires d'histoire à la Sorbonne, à l'École normale supérieure. C'est aussi à cette époque-là que l'histoire commence à se doter de son épistémologie, donc d'une méthode et d'une réflexion sur sa méthode, et que donc des historiens de métier consacrent des sommes entières à l'histoire de France. Alors, ces grands écrivains du début du XIXe siècle, c'est Augustin Thierry, par exemple, c'est Edgar Quinet, c'est Ballanche, des noms qui vous sont peut-être pas très bien connus, c'est Guizot, qui deviendra ensuite ministre de l'Éducation, et c'est, alors celui dont vous connaissez à coup sur le nom, c'est Michelet, Jules Michelet, qui écrit une très volumineuse histoire de France et à l'intérieur une histoire de la Révolution française. Et eux, ce sont des historiens de métier. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'histoire en France à cette époque-là? À vrai dire, on s'intéresse à l'histoire dans tous les pays, mais en France tout particulièrement pour comprendre la Révolution française. La Révolution française qui est perçue encore en 1830 comme un événement un peu impensable. Pourquoi impensable? D'abord parce qu'on a exécuté le roi, ce qui est quand même symboliquement vécu comme un parricide. Le roi, c'est le père de la nation, donc le régicide et le parricide, d'un point de vue anthropologique, c'est à peu près la même chose, hein, c'est d'une égale gravité. Ensuite, et surtout, parce que la Révolution française a été suivie de l'Empire, qui est à la fois une manière de mettre en œuvre par un gouvernement fort certains idéaux de la Révolution française, comme par exemple l'unification nationale au détriment des singularités provinciales, mais en même temps, l'idéal démocratique de la Révolution française a été évidemment supprimé du temps de l'Empire, hein, où on n'est plus du tout dans une démocratie. Donc c'est assez difficile à penser comment on a pu passer de la Révolution française à l'Empire. Et puis alors encore plus impensable, comment on a pu passer, après l'Empire, à une restauration sur le trône des deux frères de celui dont on avait coupé la tête. Puisque sous la Restauration, et donc le régime qui suit la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, mais sous la Restauration, on a eu successivement comme roi Louis XVIII, puis à sa mort Charles X, qui sont tous les deux les frères de Louis XVI. Donc on a l'impression que l'histoire marche en sens inverse. C'est très difficile à penser pour les gens de cette époque. Et c'est vraiment en France, au XIXe siècle, si vous regardez la succession des régimes en France au XIXe siècle, c'est assez compliqué. Vous avez peut-être eu du mal à l'apprendre, hein, vous-même. Hein. Et cette succession de régimes, république, empire, restauration, puis monarchie de juillet, hein, entre 1830 et 1840, avec une nouvelle 1848, avec une nouvelle monarchie, mais pas exactement de la même branche, hein, puisque ce sont les Orléans qui arrivent au pouvoir en 1830 et qui succèdent aux Bourbons. Tout ça est très difficilement pensable. Et c'est parce que c'est très difficilement pensable qu'on va chercher dans le passé des explications, dans le passé national ou d'autres pays. Par exemple, il y a un grand intérêt
pour le Moyen-Âge français, dans les années qui précèdent l'éclosion du drame romantique, les fameuses scènes historiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque Une conspiration en 1537 de George Sand, c'est une scène historique. Il y a ce genre des scènes historiques qui ne sont pas destinées à la représentation, qui sont destinées à la lecture. Et donc les gens, c'est pour ça que je vous disais que les publics étaient habitués à lire des pièces. Et ce sont des pièces qui se passent dans l'histoire de France, généralement, au Moyen-Âge, comme la Jacquerie de Mérimée, qui est une pièce qui raconte une révolte paysanne au Moyen-Âge. Et on voit bien que Mérimée, qui est un libéral, qui est favorable à la Révolution française, tient comme discours, mais vous savez, la Révolution française a eu déjà des antécédents. Regardez, au Moyen-Âge, il y avait déjà des révoltes paysannes, qui sont en quelque sorte des signes avant-coureurs, dans un temps long de l'histoire de la Révolution française. Alors, deuxième chose importante à savoir sur le drame historique, c'est que à l'époque, les gens étaient habitués à ce qu'on appelait le système des applications. Alors, le système des applications, qu'est-ce que c'est? On disait aussi application analogue aux circonstances. Application analogue aux circonstances, ça veut dire que le public de l'époque, qui était très bruyant, la salle n'était pas éteinte. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on éteint la salle de théâtre, quand on utilise l'électricité au théâtre. Mais avant cela, on utilise le gaz, et avant le gaz, les bougies, et ça ne permet pas de différencier l'éclairage de la scène et de la salle. Donc, la salle est allumée, ce qui évidemment invite les gens à bavarder. Donc, les gens parlent tout haut, commentent ce qu'ils voient sur la scène, invectivent souvent les acteurs, c'est très violent. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir que d'être acteur à cette époque-là, parce que quand on jouait un rôle de traître, on était insulté par le public. Et tout ce qui peut être allusion politique contemporaine est immédiatement décrypté. Parce que le théâtre avait aussi cette fonction que nous, on connaît, par exemple, quand on regarde les émissions satiriques à la télévision le soir, genre Les Guignols, Canal+, où il y a des sketchs, ou Groland, voilà. C'est un type de spectacle auquel nous sommes nous habitués à la télévision, qui commente l'actualité politique. Et à l'époque, ça se faisait au théâtre, devant des pièces, soit satiriques déjà, ou des pièces très sérieuses. Même devant les pièces très sérieuses, le public lui-même faisait des commentaires souvent amusés ou agacés pour commenter l'actualité. Alors c'était ça les applications. Je vous en donne deux exemples, ces applications. Il y a eu une pièce très très célèbre à l'époque, qui date de 1790, qui était une pièce de Marie-Joseph Chénier, le frère du poète André Chénier. Cette pièce, elle s'appelle Charles IX, ou la Saint-Barthélemy. Et elle raconte, vous voyez tout de suite quoi, elle raconte la Saint-Barthélemy. Et à la fin de la pièce, on voit Charles IX agoniser. Agoniser de cette fameuse maladie étrange qui l'a frappé, et qui lui faisait suer du sang. Donc il agonise, il sue du sang, il se demande pourquoi Dieu l'a frappé. Et il comprend, bien sûr, que Dieu l'a frappé en le punissant d'avoir fait tuer une partie de son peuple, protestant. Et il voit passer le fantôme de l'amiral de Coligny. Alors l'amiral de Coligny, dans la Saint-Barthélemy, ça a été la première victime de la Saint-Barthélemy. C'était le précepteur, en quelque sorte, de Charles IX depuis qu'il était petit. Il était protestant, et Charles IX s'entendait très bien avec lui. Et donc Catherine de Médicis a ordonné la mort de l'amiral de Coligny. Ça a été le début de la Saint-Barthélemy. Et Charles IX a eu la faiblesse de le laisser faire cet assassinat. Donc il est poursuivi par le remords en voyant passer le spectre de l'amiral de Coligny. C'est très théâtral, le spectre, depuis Hamlet. Et il dit cette dernière phrase de la pièce de Chénier, qui est en alexandrin, et vous allez voir que c'est un très vilain alexandrin, très lourd, un alexandrin de propagande, et qui donne bien tout le sens de la pièce. Et c'est « Le ciel, en me frappant, donne un exemple au roi ». L'alexandrin bien balancé en deux hémistiches, le ciel, en me frappant, donne un exemple au roi, et ça donne la morale de l'histoire.
La morale de l'histoire en 1790, c'est